Tous, c'est Stalout, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui appartiendra à la série des Deviens compétiteurs. Donc aujourd'hui ce sera l'épisode du Deviens compétiteur sur la Cabale, donc la deuxième faction en théorie sur laquelle on peut dériver à partir de la boîte de base, donc le socle sur lequel on va construire la liste ainsi que toutes les autres que l'on va construire au fur et à mesure de ces vidéos sera le socle de la boîte de base parce que dedans il y a du matériel de jeu, aussi bien les cartes de scénario qui peuvent être compliquées à obtenir si vous ne l'avez pas et vous risquez de vous retrouver sans beaucoup de scénario à jouer si vous la prenez pas, on va dire avec de l'officiel. Le but c'est quand même d'avoir le plus d'officiel possible. Donc voilà, en plus c'est une faction sur laquelle on peut facilement partir avec la boîte de base, donc pour le coup, pour la Cabale, ce sera très bien. Donc on va garder le même principe que la vidéo précédente, le but c'est de faire une vidéo pour les gens qui débutent le jeu mais qui veulent commencer à se déplacer en tournoi en ayant leur chance, en ayant à peu près un budget, grosso modo pour acheter on va dire 4 boîtes en plus de la boîte de base. Pas plus, on va essayer de se cantonner à quelque chose comme ça même si je mets pas de limite finie quand même pour essayer d'avoir un truc qui soit pas trop mal, donc je suis pas super strict sur ce critère là, mais on reste autour de 4 boîtes quand même d'achat à peu près. Même si ça va déjà être des fois être un petit peu en dessous de 200 €, des fois un petit peu au-dessus en fonction des boîtes que je vais vous recommander d'acheter, mais on restera dans ces eaux-là. Donc on va pas tergiverser plus que ça, on va commencer tout de suite par choisir le leader de la Cabale, un des leaders de la Cabale que j'ai choisi dans cette vidéo, qui se trouve dans la boîte de base, qui est Red Skull, qu'on va ajouter directement à la liste. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur le petit Red Skull, si son image veut bien s'afficher? Peut-être des petits, j'ai remarqué qu'il y avait des petits ralentissements sur Jarvis, alors ça doit certainement venir de moi, mais voilà. Alors, en gros, Red Skull, ce qui est intéressant déjà, c'est que ça va être votre leader de cabale, son pouvoir d'affiliation. Il a pour effet que quand vous mettez des dégâts à un adversaire avec une attaque, vous gagnez, le personnage qui a attaqué gagne un pouvoir. Donc, c'est un pouvoir qui est assez, comment dire, assez simple à comprendre, faut penser à le faire, ça arrive souvent même pour des joueurs un peu plus expérimentés d'oublier de le faire quand vous mettez des dégâts. Ça vous donne une génération de pouvoir qui est pas mauvaise du tout. C'est un peu comparable à un Steve Rogers, parce que ça va vous donner un pouvoir à chaque fois que vous mettez des dégâts. Sauf que là, c'est à chaque fois que vous mettez des dégâts avec une attaque, donc par tour vous pouvez gagner 2 pouvoirs en plus. Donc c'est pas mauvais du tout. Ça pourrait vous encourager dans un style plutôt d'attrition, alors généralement en cabale vous allez jouer agressif. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus normalement totalement dépourvu dans les autres pans du jeu. Donc pour ce qui est de Red Skull en tant que personnage, ce personnage a 4 points de menace, donc c'est un leader qui est pas trop cher non plus en 4-3-3. Donc 6 PV, sa ligne de stats est quand même plutôt bonne pour un 4. Une strike à 5D, c'est rare de la faire, mais s'il y a un push dessus, donc ça peut des fois vous sauver. Le Cosmic Blast avec un sac power qui peut être sympa pour un petit pouvoir, et le Unleash de cube, qui fait quand même du throw, sans restriction de taille automatiquement, donc c'est pas mal du tout. Et surtout qui met du stun, donc c'est pas une mauvaise condition. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est le Cosmic Cube. Donc en gros, une action qui lui permet de gagner des pouvoirs. Bon, il risque de se blesser dans la procession, mais il va gagner énormément de pouvoirs, normalement pour faire du coup son autre capacité, le Master of the Cube, qui lui permet de le téléporter lui ou ses copains. Donc c'est une pièce, on va dire, un petit peu de Red Skull de support. Il va jouer souvent derrière, il va souvent se trouver en backline pour supporter vos copains et téléporter vos copains et tout, donc c'est pas mauvais. Il a des bonnes capacités de se défendre avec le Hail Hydra, qui est une sorte de garde du corps avec des mécaniques un petit peu différentes, mais dans l'idée c'est un petit peu ça. Donc voilà pour Red Skull, qui est un personnage pas du tout mauvais. Généralement vous n'êtes pas du tout mécontent de le prendre en tant que leader, donc c'est un très bon personnage. On le voit pas non plus trop, on le voit pas splash, enfin je l'ai jamais vu splash dans une autre faction que la Cabale, parce que par rapport aux autres 4 qui sont sortis maintenant dans le jeu, il est un petit peu en dessous, mais c'est un bon personnage en tant que leader. Donc on va le prendre. Le deuxième personnage de la boîte de base qu'on va prendre dans la Cabale évidemment, c'est le Baron Zemo. Alors, le Baron Zemo qui est un personnage lui au contraire de Red Skull qui est énormément splash parce que c'est un personnage en soi dans une statline qui est assez moyen. 3-3-4 avec 5 PV mais qui bouge de L, donc pas mauvais du tout. Le truc un petit peu particulier avec Baron Zemo, c'est que vous allez souvent vouloir le jouer sur un side, sur un côté, mais vous n'allez pas pouvoir trop pouvoir profiter de son stratégique génieux si vous le jouez sur un côté. Donc c'est un peu particulier, faut quand même
il y a un choix à faire avec Zemo, soit vous l'envoyez sur un côté, il va bien faire son travail, mais il va pas être trop servir de support comme vous voudrez peut-être qu'il le soit. Donc voilà, mais c'est un bon personnage, grosso modo, il est assez équilibré. Donc un bon personnage à prendre dans la cabale qui coûte pas cher, ça peut permettre de jouer un petit peu wide. Très bien capable de tenir un côté, très bien capable de servir de support et de se battre avec les copains. Il a une charge. Vous allez souvent pouvoir utiliser avec le pouvoir que vous allez générer avec votre pouvoir d'affiliation. Donc un très bon personnage intégré dans la cabale, surtout que vous n'avez pas beaucoup de personnages qui bougent à L de base. L'autre personnage que l'on va prendre dans la cabale, c'est le Docteur Octopus, qui est dans la boîte de base. Alors il est pas cabale en tant que tel, mais on va le prendre quand même parce qu'il est dans la boîte de base. Alors pourquoi je le prends? Parce que déjà en soi il a une ligne de stats qui est pas si mauvaise. Même si... Alors là j'ai quand même un petit doute. On va aller vérifier ensemble. Sur Cerebro. Parce que je me demande s'il n'y a pas une erreur. Même si normalement je les ai vérifiés donc je devrais pas en avoir. Bon bah Cerebro a du mal aussi, on dirait bien. Faudrait juste quand même vérifier la stat line parce que ça me paraît quand même beaucoup 4-3-4 mais en soi il n'y a peut-être pas d'erreur. Donc en théorie 4-3-4, donc c'est pas du tout mauvais pour un personnage à 3, 5 PV, un petit peu faible à la limite, mais c'est pas non plus pendant le plus faible du jeu. Alors, ça va y arriver ou... Bon, ça y arrive pas. Ça arrive pas, mais bon. On va quand même le prendre que ce soit en 4-3-4 ou pas, c'est un bon personnage, parce que la strike est pas mauvaise, si vous faites des effets ça peut compter comme 2 succès, donc sur 4D ça va vous permettre quand même de faire un petit peu mal. Et surtout le arme lasers, qui en soi est portée 4, 6D, bon c'est pas énorme pour 3 pouvoirs, mais avec un pierce. Ce qui est surtout intéressant avec lui, c'est que c'est son Hook Clutches, donc il permet de lancer les personnages taille 2 ou les décors taille 2 à 3. Donc ça peut être assez pratique, surtout que vous allez pouvoir le faire souvent, vu que les 3 pouvoirs vous allez les avoir assez souvent avec votre pouvoir d'affiliation. Donc voilà la raison pour laquelle j'inclus Doc Ock. Alors, je peux pas malheureusement pas vérifier si sa ligne de stats est bonne, moi ça me paraît beaucoup. Alors c'est un peu laborieux mais j'ai quand même allé vérifier c'est quoi sur mon téléphone parce que ça me paraît bizarre. Alors, ça vous pouvez pas le voir. Personnage, Doc Ock. Non, si je recherche sur Jarvis, ça va pas le faire. Voilà. Cerebro MCP. Hop, hop. Octopus. Non, c'est bien un 4-3-4, donc j'accuse Jarvis d'erreur. Désolé Drakane si regarde cette vidéo. Mais ouais, du coup, c'est vraiment pas mauvais du tout. Le personnage a une stat de défense qui est pas du tout mauvais pour un 3, ça me surprend même moi un petit peu. Il a un soc moyen et bouge de M, donc voilà, c'est encore une fois, comme pour Zemo, ça va vous apporter une mobilité de fou sur la table. Et bah voilà, le Hux Clutches qui permet de déplacer les ennemis, ça peut vraiment être bien. Surtout qu'il a pas forcément de raison de dépenser ses pouvoirs autres que pour faire ça, donc en soi, c'est pas ultime comme personnage, mais on a clairement vu pire. Le dernier personnage de la boîte de base que je vais vous demander de jouer en cabale, c'est Ultron. Alors Ultron, bah, pour le coup, là on est sur plus un personnage qui va vous faire le gros du travail, que vous allez pouvoir jouer au centre, etc. Un personnage à 4. Là ça va vraiment, dans les personnages de la boîte de base, ça va vraiment être votre force de frappe. Donc 4-3-4, très bonne ligne de stats, il a des attaques qui sont plutôt bonnes, même si c'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte parce que Ultron c'est pas le personnage qu'on voit le plus, mais 4, porter 4-5D en jaune c'est pas ouf, mais c'est pas ridicule non plus. Qui colle un Incinerate, très bonne condition, une Strike qui est un gainer donc qui va forcément gagner un pouvoir, et la Metallic Fury qui est une très bonne attaque, surtout si la cible a été incinérée préalablement, bah c'est quand même 7D en rouge ou en jaune vous choisissez, qui colle un bleed pour 3 pouvoirs, donc c'est vraiment pas ridicule. On verra qu'avec des cartes tactiques, etc., vous pouvez avoir de la relance, ça peut vraiment faire mal comme attaque. Il peut lancer de la taille 4, des décors de taille 4 à portée 3, il lance de M, donc en soi c'est une très bonne portée, il peut lancer des décors vraiment très grands. Donc en termes de dégâts, Ultron va vous apporter un vrai punch, normalement. Il défend bien contre le mystique, c'est un petit bonus qui va pas tout le temps vous servir, mais ça existe. Et surtout, bah, il a beaucoup de fiabilisateurs, en soi il a le Analyze and Annihilate.
parce qu'à chaque fois que votre adversaire fait un crit, vous pouvez relancer un dé. Donc ça vous permet d'avoir potentiellement plus de dégâts même quand l'adversaire se défend bien. Donc là-dessus c'est vraiment un très bon point. Il a des immunités sympas, il est immunisé au bleed et au poison, même si l'immunité au poison a perdu un petit peu d'intérêt depuis que les terrigènes ont été bannis du jeu. Mais voilà, et qui vole avec un soc moyen qui bouge de M, donc encore une fois une pièce qui est assez mobile. Donc je vous conseille de jouer Ultron, c'est vraiment pas un mauvais personnage. Donc voilà, on a fait le tour pour ce qui s'agit des personnages de la boîte de base. La boîte de base. Et du coup, on va voir les cartes tactiques qu'on va prendre de la boîte de base avec ces personnages. Donc déjà, pour ce qui s'agit de Red Skull, vous avez la Cosmic Invigoration. Donc qui est une carte qui vous permet, en gros, pour deux pouvoirs, de réactiver un personnage dans un tour. Vous pouvez enlever un token d'activation d'un de vos personnages, donc vous allez pouvoir jouer 2 fois dans le même round. Donc c'est assez intéressant, c'est une carte qu'on va prendre parce que ça permet de faire déclencher des tricks qui sont assez sympas, et surtout que jouer 2 fois le personnage dans un même round, c'est pas donné à tout le monde dans le jeu. Donc c'est une très bonne carte à prendre. Ensuite, évidemment, potentiellement la meilleure carte de la Cabale, c'est le Dark Reign qu'on va prendre. Donc en gros, un personnage de la Cabale, n'importe lequel, peut dépenser 3 pouvoirs. Donc ça peut très bien être votre Zemo, comme votre Red Skull, comme votre Ultron, c'est vous qui choisissez. Et donc, bah, vous allez choisir un personnage adverse, et pendant tout ce round, vous pouvez relancer tous les dés d'attaque que vous lancez pour attaquer le personnage que vous avez choisi. Donc en termes d'assassinat, ça se pose là, parce que ça va vous permettre vraiment de choisir un adversaire en face et de le détruire. C'est pour ça que je vous dis que les attaques d'Ultron sous Dark Reign, ça fait pas rire. Pareil pour les grosses attaques de Red Skull qui font pas rire sous Dark Reign. Zemo un peu moins, même s'il a déjà de la fiabilisation, donc il a une chier de relance, ça peut quand même faire mal. Donc voilà, c'est potentiellement la meilleure carte de la Cabale, parce que bah, en termes de dégâts ça va être énorme, mais surtout bah, que ça vous permet de gagner aussi des pouvoirs, ne pas l'oublier, de faire des dégâts à un adversaire. Donc vraiment une très bonne carte. Voilà, un autre carte qui est dans la boîte de base il me semble et que l'on peut jouer, c'est Edge of Ultron. Donc Edge of Ultron c'est une carte qui permet en gros quand votre Ultron est censé être KO, s'il a 8 pouvoirs vous pouvez les payer, et il se replace sur le champ de bataille tout neuf quoi. Donc si votre objectif c'est vraiment de jouer Ultron, et en soi vous pourriez parce que c'est vraiment pas un mauvais personnage, vous prenez forcément Edge of Ultron, parce que vous pouvez le jouer littéralement comme un psychopathe, l'envoyer complètement sur l'adversaire sans forcément trop réfléchir, et s'il meurt et que vous avez 8 pouvoirs, il va ressusciter. Surtout que ça fait réfléchir à votre adversaire, est-ce que j'ai vraiment envie de cibler un personnage qui est entre guillemets immortel, dans le sens où il va revenir dans la partie, et c'est vraiment, enfin généralement, si votre Ultron il arrive au stade où il revient à 9 dans une partie, tour 3 ou tour 4, ça va vraiment être rare que votre adversaire arrive à le sécher une deuxième fois, donc ça vous rend vraiment un Ultron très difficile à tomber. Ensuite dans la boîte de base, comme je vous l'ai déjà expliqué, on va partir avec le Brace for Impact et le Patch-Up. On va dire que c'est un petit peu les passe-partout. C'est un petit peu les passe-partout du jeu. Pour des débutants, je trouve ça très bien. C'est pas trop non plus difficile à comprendre. Donc je vous conseille de partir avec ça, même si avec les figurines que je vais vous recommander par la suite, il y aurait un débat pour potentiellement rentrer un Follow Me. Mais moi, j'ai pas envie de vous rendre la vie non plus trop compliqué, donc on va garder le Brace for Impact et le Patch-Up. Donc le Brace for Impact pour exister à une collision dans un tour, une fois par game. Et le patch-up pour se soigner, c'est toujours bien d'avoir du soin, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons de s'en priver. Donc on est à 5 cartes tactiques, normalement si j'oublie rien, je ne crois pas qu'il y ait autre chose que j'ai oublié d'intégrer, surtout en cadre de la Cabale. Donc grosso modo voilà. Donc là on va passer à la partie on va dire un petit peu plus importante, qui est de rajouter des personnages à ce joli bazar. Donc première figurine que je vous recommandais d'acheter si vous voulez vraiment jouer la Cabale d'un point de vue compétitif, même si je sais que je vais pas forcément me faire que des amis en affirmant ça, c'est d'investir dans un Malekith. Parce que pour les gens qui ont un petit peu joué aux jeux qui sont pas totalement débutants, à la grande époque de Malekith quand il venait de sortir, etc., ça a vraiment été une très grosse menace, potentiellement le personnage le plus OP du jeu à sa sortie. Une violence assez ultime, il était splash dans beaucoup d'affiliations, le truc était littéralement monstrueux. Depuis il s'est fait nerf quand même. Et il s'est fait nerf correctement sur sa Ferocity, il me semble qu'il a pris un coup en pouvoir de plus.
et potentiellement peut-être autre chose, mais rien que ça en fait ça lui a empêché d'avoir trop d'oppression au tour 1. Maintenant il faut un petit peu de setup, le jouer dans des factions un petit peu particulières, genre, mais ça a quand même pas mal diminué. Et alors même si c'est toujours faisable, ça vous fait des prérequis du coup qui diminuent un petit peu la puissance du truc, parce que ça va vous retirer potentiellement d'autres outils dans votre game. Mais en cabale, Malekith est une très bonne pièce à acheter. Pour la première raison aussi qu'il vous apporte un autre leadership, donc ça vous apporte deux manières de jouer la cabale. Donc en gros ça va aussi vous tourner vers un style plutôt d'attrition. À chaque fois que vous allez KO ou daze un mec, vous allez pouvoir euh, bouger un de vos personnages. Donc vous pouvez retirer une blessure, gagner un pouvoir et advance de S. À chaque fois que vous allez tuer un mec, sachant qu'avec Malekith, vous allez tuer des mecs si normalement la partie se passe bien. Donc ça va vous permettre d'avoir du contrôle de garde, de vous soigner, de la génération de pouvoir. C'est un très bon leadership. Euh, je, je pense que Malekith est le meilleur en cabale maintenant, à l'heure actuelle. C'est potentiellement pas le cas quand il est sorti parce que il était vraiment monstrueux dans certaines factions, mais maintenant en cabale c'est vraiment une brute parce qu'il peut se déplacer, se soigner, etc. avec son leadership, donc c'est vraiment très bien. La Ferocity, toujours aussi oppressive, quand vous y fait une charge pour 3 pouvoirs, il vous throw, qu'importe votre taille. C'est très fort, surtout que la Blade of Midnight, c'est une attaque, c'est quand même brutal. C'est 7 dés en jaune pour une attaque de base avec un pierce, donc c'est énorme. Le Blood Boil à ne pas sous-estimer, mais du poison sur un effet en B4 à 5 dés. B4 c'est énorme, il gagne un pouvoir à chaque fois. En termes de génération de pouvoir, Malekith c'est monstrueux. Le Butcher of Thor, grosse attaque qui vous permet de vous place à 1 de la target, donc en termes de mobilité ça peut être intéressant. Portée 3, et pour chaque effet vous mettez plusieurs conditions qui sont intéressantes, le bleed, le choc, c'est principalement les deux que vous allez mettre, le stun aussi qui peut être très bien. Donc voilà, la Glock of Shadow qui lui permet d'avoir une fiabilisation de dés qui est monstrueuse, il gagne 2 pouvoirs par tour, il est immunisé au Hex et au stun. Il a un socle énorme, un gros socle à la Hulk, il bouge de M et il vole, donc en termes de mobilité le truc est monstrueux, c'est aussi pour ça que la Ferocity sa charge est terrible. Parce qu'il peut bouger et attaquer, il est tellement mobile de base que un mec au milieu de table peut très vite prendre tarif. 10 PV, 4-4-4 pour cette 2 menaces. Donc voilà, c'est une très grosse pièce, c'est la grosse pièce que vous allez avoir dans le roster que je vous ai préparé, c'est Malekith. Il peut un peu tout faire, quand même beaucoup porter sur l'attrition, même s'il a un petit peu petits, des petits trucs qui lui permettent d'avoir un petit peu de contrôle, mettre des conditions, etc. Mais grosso modo, il est là pour péter des gueules. Et donc voilà, je sais que ça va peut-être faire criser certaines personnes que j'incite au fait de jouer et d'acheter un Malekith, mais voilà, force est de constater que dans la cabale c'est une très bonne pièce qui est très fort, donc je vous conseille de la jouer. C'est aussi une très belle figurine, donc voilà, si vous êtes un peu là aussi pour le côté hobby et la peinture, ça peut être aussi une très bonne pièce à se procurer. Donc voilà pour la première figurine que je vous conseille d'acheter, il s'agira de Malekith. Donc le second pack que je vais vous recommander d'acheter, en plus de Malekith, ce sera Ulik et Beta Reveal. Alors Ulik c'est un personnage qui du coup assez récent qui pareil fait un petit peu criser certaines personnes parce que c'est vrai que pour son coup en menace c'est un personnage qui est très fort et très présent. C'est une sorte de tank corps à corps mais qui avec ses super pouvoirs dispose d'une mobilité absolument indécente. Il peut lancer de la taille 4, donc très fort. Le Crushing Leap du coup ce qui vraiment lui apporte sa mobilité, il peut faire une advance de S, se place à 2 et ensuite mettre une attaque de base. 6 dés en rouge qui push de la size 4 potentiellement, donc c'est très bien. 4-3-4 de ligne de stats, 7 PV, bouge de M avec un soc moyen, donc c'est très bien. Taille 3, il ne sera pas contrôlé par tout le monde. Il réduit de 1 les dégâts. Et surtout son Shatter Mountain Shatterbones qui permet de potentiellement activer un personnage. S'il y a un petit alignement des étoiles, ça vous permet d'activer un gars, donc c'est vraiment fort. Et surtout, il met le stagger auto, donc même si vous êtes un petit peu déçu de ne pas avoir fait votre alignement d'étoiles, vous avez quand même mis un stagger automatique, donc ça tabasse quoi. Pas se mentir, le petit Uli qui est très fort. Je vous conseille de jouer, il est affilié à la cabale, donc il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Si vous jouez avec Malekith, ça vous fait vraiment deux pièces qui sont ultra violentes, ultra mobiles, ça vous donne une capacité à aller chercher vos cibles qui sont indécentes. Avec le Dark Rain, ça peut faire très mal, le Shatter Mountain, Shatterbone, c'est très facile à choper sous Dark Rain. Donc même si vous ciblez une grosse cible que vous allez potentiellement pas pouvoir one-shot, pouvez activer un Hulk, vous pouvez, voilà. Ça va vous permettre de faire des trucs.
pour ce qui est du coup de Beta Ray Bill, je l'ai quand même intégré au roster. Même si c'est pas forcément celui que vous allez jouer le plus parce que vous aurez des préférences dans le reste. Mais c'est pas du tout un mauvais personnage. Pareil, dans le côté un petit peu baston, attrition, contrôle, beaucoup de lancers. Un tank qui réduit les dégâts de 1, qui est un agressif, qui a des attaques en jaune. Pareil, c'est un profil qui est assez similaire à Ulik, un petit peu moins fort quand même, mais qui tabasse. Beta Ray Bill, ça rigole pas du tout. Vous pouvez très bien envisager de jouer un Malekith Ulik Beta Ray Bill. Alors c'est extrêmement all-in et extrêmement violent, mais si votre but c'est de meuler le mec en face, bah, vous allez le meuler. Mais voilà, ça a quand même des faiblesses, hein. Je vous dis pas que c'est une compo qui est vraiment ultime, mais ça peut être violent. Donc voilà pourquoi je fais avec Beta Ray Bill. C'est pas pour moi la pièce maîtresse que je considère dans le roster. Il est pas affilié à la cabale, il est juste dans la boîte de Ulik, donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça vous permet d'économiser des boîtes. Vu qu'il est pas mauvais, y a pas de raison de s'en priver plus que ça. L'autre pack que je vais vous recommander d'acheter, c'est le pack de Oud et de Voodoo, qu'on va tous les deux intégrer au roster. Donc en commençant par Oud. Alors Oud, lui, qui est le personnage qui est affilié à la cabale dans le pack. Alors pourquoi Oud intéressant? Déjà c'est un personnage qui se transforme, donc il a deux formes, il a sa forme monstrueuse et sa forme on va dire d'humain. Dans sa forme d'humain il peut faire mal quand même, il tape en bleu etc. Donc ça vous rapporte un petit peu une dimension mystique que vous n'avez pas forcément autre que Malekith. Donc c'est intéressant. Donc il peut faire du dégât, il met le choc qui est une très bonne condition avec le Dark Lightning. Ce qui est super intéressant avec lui c'est le Black Arts. Donc le Black Arts ça vous permet de soigner un personnage de 3, un personnage allié. Et de lui coller un... Par contre vous lui collez un bleed. Mais en soi il y a des personnages que vous avez dans votre roster qui sont immuno-bleed, je pense à Ultron par exemple, vous pouvez soigner avec le Black Arts et c'est pas grave. Parce qu'il va pas prendre le bleed, donc juste il va se soigner de 3 et il n'y aura pas de contrepartie. Donc c'est très bien. En termes d'attrition, sur un Dark Reign, c'est quand même un personnage qui peut ne pas rire, parce que bah, sous sa forme transformée, le truc rigole pas. Alors je sais pas sur Jarvis comment on fait pour voir les faces transformées, mais voilà. Quand il est en monstre, il a beaucoup de dés, le Razor Talon, etc. Ça peut faire mal sous un Dark Reign, donc voilà. C'est un petit personnage de poche, un petit personnage à 3 qui a plusieurs utilités. Sa seule faiblesse, je dirais, c'est que même quand il réduit les dégâts de 2 dans sa forme monstrueuse, c'est un personnage qui peut vraiment se faire détruire facilement parce qu'il a des grosses faiblesses. Même avec la Clock of Shadow. Enfin, l'invisibilité clock. Donc voilà, c'est pas un vraiment personnage tanky si votre adversaire veut le tuer et réussira à le tuer. Mais ça vous permet de rajouter des petits outils à votre roster que vous n'avez pas forcément, donc c'est un bon personnage à prendre. Pour ce qui est de Voodoo, c'est un petit peu pareil que Beta Ray Bill. Je pense pas que ce soit le personnage ultime que vous allez jouer dans beaucoup de vos rosters. Mais c'est une pièce très équilibrée qui est défensivement très solide. Qui vous permet par contre d'avoir des plays sur les extracts et sur les scénarios en fait avec la possession de faire lâcher les scénarios à un mec et de l'empêcher de contester. Donc ça c'est très bien. Sur certains scénarios comme les portails enflammés ou quoi, ou les démons, plutôt les démons d'ailleurs, qui éliminent la cinerette peut vraiment être intéressante. Parce que défensivement du coup Voodoo va vraiment être solide comparé à d'autres personnages du jeu. Il peut lancer les personnages taille 2 ou taille 3. Donc c'est un bon personnage, je le mets parce qu'il est pas mauvais et qu'il est dans la boîte de Hood, donc ça permet d'économiser un personnage. Il est tout à fait possible de le considérer dans un roster de cabale. La figurine est grave cool. Donc faites-vous plaisir à jouer Voodoo dans certains match-up. Ça vous apporte encore une fois du bleu. Donc c'est vraiment la boîte qui va vous apporter du mystique dans le roster, que vous n'avez pas de base. Donc voilà pourquoi je me suis porté sur ce choix là pour vous. Il est pas non plus trop compliqué à jouer, mais ça va vous permettre quand même de commencer à avoir des petites mécaniques qui sont intéressantes entre Hood qui transforme et Voodoo qui fait la possession, qui sont des mécaniques assez uniques dans le jeu. Ça va vous permettre de toucher à d'autres pans de gameplay, donc ça peut être intéressant. Du coup la dernière boîte que je vais par contre vous recommander d'acheter pour la cabale, ce sera Omega Red. Donc Omega Red, lui par contre qui sera du coup qui est plutôt une sorte de tank, pas forcément là pour faire mal même s'il est capable de le faire, mais qui va vous apporter une dimension de contrôle avec son Ensnare. Donc vous allez pouvoir attirer les personnages ennemis à 4 de M, donc c'est énorme le déplacement que vous faites. En soi Omega Red peut aussi lui faire mal. Il distribue le poison comme pas possible. Et il est tanky. Grosso modo, vous allez le mettre en avant pour essayer d'attirer les adversaires, permettre à votre Malekith ou à vos autres personnages de
tabasser votre cible. Sur un Darkrai, c'est très fort parce que ça va permettre d'attirer la cible, de jouer le Darkrai et lui casser la gueule. C'est un très bon joueur du Darkrai, Omega Red, parce que bah il va utiliser ses pouvoirs pour faire des Zensters grosso modo, et ça peut être l'occasion de jouer le Darkrai avec ses pouvoirs à lui. Donc voilà pour Omega Red, il fallait combler avec un petit personnage pour faire les 10 personnages. Ça vous apporte un petit peu de contrôle, vous en manquez un petit peu dans votre liste. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi lui. Parce que ça complète plutôt bien le roster et il est pas trop difficile à intégrer dedans. Donc à ce niveau-là, c'est un bon personnage qu'on commence un petit peu à revoir. Il était un petit peu passé sous les radars pendant un petit moment, mais on commence à le revoir jouer pas mal. Donc ensuite, pour ce qui est des cartes tactiques qui viennent avec les différents personnages que j'ai choisis, on va aller chercher pour Malekith la Midnight Phantasmagoria, qui en gros du coup pour 3 pouvoirs, vous pouvez repousser tous les personnages à portée 3 de Malekith de S et retirer une blessure à Malekith par personnage que vous avez repoussé. Donc en termes de contrôle, ça vous permet d'apporter une dimension de contrôle à Malekith, c'est un petit peu ce qui manque dans son kit, donc c'est vachement bien pour vous, ça permet de le soigner. Donc si vous jouez un Oud, etc., votre Malekith va vraiment être dur à tuer. Donc c'est une très bonne carte à intégrer si vous jouez Malekith. Ensuite, grosso modo dans les autres personnages que j'ai intégrés, dans la boîte de Oud et de Voodoo, vous avez peut-être potentiellement la séance. Il y a quand même un débat. Je crois qu'il n'y a pas d'accent. Séance, voilà. Que vous pouvez potentiellement intégrer. Que vous pouvez potentiellement intégrer dans votre roster, parce que c'est une bonne carte pour vraiment jouer Voodoo. Je pense pas que je vais l'intégrer. Dans les mentions honorables, ça pourrait y être, parce que la carte a le mérite d'exister, on la voit pas souvent, ça va surprendre des gens. Mais voilà, c'est une carte qui existe quand même. Alors, que j'y réfléchisse un petit peu. Qu'est-ce que j'ai intégré? Ulik, Betarbil. Ah, Ulik, forcément. Faut qu'on parle de cette carte. Le Rock'n'Troll. Alors, Rock'n'Troll. Alors, moi qui tombe dans mon palmarès quasiment des cartes les plus débiles du jeu. Donc, Ulik paye 3 pouvoirs. Et il se TP à 5. Donc, faut pas qu'il ait d'objectif parce que sinon il est drop. Mais en gros, si vous faites trouver un moyen de transférer des pouvoirs Ulik ou quoi, bah vous pouvez le TP à 5. Donc, tour 1, le mec est au milieu, donc s'il y a un adversaire au milieu, bah, il va prendre tarif et vous le défoncez avec Ulik. Donc c'est vraiment très fort. Et grosso modo, vous allez toujours le jouer quand vous jouez Ulik. Il n'y a pas de raison de s'en passer. Alors, suite des personnages. Beta Rebuild, je crois pas qu'il ait de carte intéressante. Omega Red. Omega Red, il a une carte. Omega Red, il a une carte. Que je me la remémorise, c'est le Cavalier Teaser. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça vous permet de retirer les spéciales conditions. Non, c'est pas vraiment une carte qui est ouf sur Omega Red parce que c'est pas sur lui que vous voulez investir. Donc, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le portail de Malekith. Alors, le nom de la carte m'échappe. Est-ce que ça va me revenir? Vous savez quoi, on va le chercher. On va un petit peu rigoler. Alors, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Le nom de la carte me revient vraiment pas. Darkrai, voilà les cartes un petit peu que j'ai pu prendre. S'il te plaît, non, non, non. Ah, je me souviens vraiment plus du nom du truc. C'est pas souvent que ça m'arrive d'avoir des blancs comme ça, mais... Est-ce que ça va me revenir? La minette, c'est pas Goya. Attends, The Coast. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Elle va être tout en bas, évidemment. Évidemment, elle va être tout en bas. Est-ce que ça va me revenir au moins? Est-ce que ça va me revenir au moins? Ça se trouve, je vais la rater même en regardant comme ça. Black Bifrost. Voilà.
le Black Bifrost. Alors, en gros, ça vous permet de placer un portail, un petit peu comme le pentagramme de Farala, que vous pouvez utiliser avec tous les personnages du jeu, mais il faut que vous subissiez une blessure pour pouvoir emprunter le portail. C'est un petit souci, je vous conseille pas forcément de le jouer à toute partie, mais c'est une carte qu'il faut quand même considérer. Elle a le mérite d'exister, c'est une carte cabale. Euh, donc voilà, c'est pas ultime comme carte, mais ça peut vous permettre de faire quand même des blagues. Elle est pas tant jouée que ça peut vous permettre de surprendre l'adversaire. Donc voilà, c'est la carte que je vais vous recommander de jouer. C'est la dernière carte qui vient des packs que je vous recommandais de jouer. Et du coup, pour combler les deux petites cartes qui nous manquent, on va venir avec le combo que je risque souvent de vous recommander. Même si j'ai une hésitation, parce que le Inspiring Monologue, est-ce que vous avez vraiment envie? Vous savez quoi, on va changer. Moi là, je vais vous conseiller de jouer le Warpass. Donc le Warpass, c'est une carte quand vous allez prendre, il me semble, des dégâts d'une attaque. Vous pouvez dépenser un pouvoir pour jouer le Warpass et vous allez pouvoir advance de S vers le personnage qui vous a attaqué. Donc en gros, si vous faites attaquer à distance avec Malekith, vous jouez le Warpass et vous pouvez vous avancer de S avec Malekith vers le gars. Donc bah voilà, si vous faites contrôler, si vous faites push après une attaque ou quoi, ça peut vous permettre de turn un peu le truc pour retourner au corps à corps là où vous étiez. Donc je pense qu'en vrai, ça peut être une meilleure option que d'avoir le monologue inspirant. Et je vous conseille de la jouer dans ce roster pour encore plus vous tourner vers de l'attrition et essayer de casser la gueule à votre adversaire. Et par contre, la dernière carte que je vais vous conseiller, c'est le Eyes on the Prize évidemment. Pour potentiellement le jouer avec Malekith, vous pouvez le jouer avec Ulik, vu qu'il génère 2 pouvoirs par tour. Donc ça peut vraiment être bien d'avoir le Eyes on the Prize pour jouer les scénarios d'extract au début de partie. Donc voilà pour les cartes tactiques. Au niveau des crises, alors j'ai pas forcément besoin de ouf de vous expliquer ce que je prends parce que là j'ai pas eu le choix. Vu que ce sera forcément tous les scénarios de la boîte de base, donc les speeders infectés, la Struggle for the Cubes et les Scrolls. Et pour les sécures, donc c'est Formule Infinity, il me semble que c'est les speeders des hommes d'araignée, même si je commence à avoir un doute. Donc il y a Formule Infinity, c'est sûr, Extremis 3.0 et il me semble que c'est les hommes araignées. Il faudra que je vérifie, mais il me semble que c'est les hommes d'araignée. Donc voilà, les scénarios que vous avez. Non, ça doit être un scénario à. Ah, ça a peut-être changé, c'était peut-être à 17 auparavant. Donc voilà, grosso modo, vous prenez, si je me trompe, les scénarios de la boîte de base. C'est pas forcément nul pour vous. Les scrolls, peut-être pas ouf, parce que c'est pas forcément vous qui allez pouvoir le jouer le plus white. Grosso modo, je vous conseille plus de choisir vos bleus. Si vous avez le choix de vos sécures, prenez vos bleus. Si vous avez le choix de votre couleur, prenez vos bleus. Vos rouges sont pas forcément ultimes pour vous, même si vous pouvez quand même gagner, hein, c'est pas la question. Mais si vous pouvez choisir, vos bleus sont meilleurs pour vous que vos rouges. Donc si vous avez l'occasion, choisissez vos bleus. Et votre adversaire devrait choisir ses bleus à lui aussi, parce que les rouges, il va peut-être se rendre compte que c'est pas forcément terrible pour vous. Donc voilà pour le devient compétiteur sur la cabale pour ce qui est du corps de la liste. Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Vous pouvez jouer un petit peu tout. Vous pouvez jouer l'attrition. Grosso modo, vous allez quand même être là pour jouer l'attrition, mais vous pouvez jouer un peu sur tous les scénarios. Vous n'êtes pas trop embêté vis-à-vis de ça. Vous n'êtes pas non plus ridicule en termes de nom, même si vous avez des grosses menaces comme Malekith. Pour ce qui est des mentions honorables, donc des figurines que j'ai considérées comme étant possible à intégrer dans la cabale, mais que j'ai pas fait pour des raisons de budget, potentiellement de complexité et d'intérêt du pack pour l'intégrer dans le roster. Donc le premier personnage que j'ai pensé à intégrer, on va partir dans personnage, c'est du coup le pack avec Mystique et Magneto. Donc parce que Mystique est affiliée Cabal et qu'elle est vraiment excellente, sa carte de la déception est vraiment bien. C'est un très bon personnage à jouer quasiment dans tous les rosters en ce moment parce que la déception est vraiment une carte qui est super forte. Donc voilà, le Shapeshifter est vraiment ouf comme attaque, comme super pouvoir. Donc voilà pourquoi je conseille, j'ai pensé à Mystique, mais le fait de jouer Magneto ça me faisait franchement pas bander de jouer Magneto dans la cabale, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas intégré, même si Mystique aurait été très bien intégré dans le roster. Autre personnage qui pouvait être bien, c'est potentiellement Modok. Surtout celui-là parce qu'il est intégré à la cabale, donc qui est pas. Voilà,
pas grand monde est fan de cette phase là où il y a que 4 PV et grosso modo il va se faire tuer instant, mais voilà, sur cette phase là Modok c'est quand même une menace, il fait très mal, apporte de la relance, du lancer de décor. Donc voilà. Modok était aussi un pack qui était jouable en cabale, et le dernier personnage que moi j'aime en cabale, donc si vous l'avez vous pouvez vous permettre de le jouer, donc c'est Killmonger. Donc Killmonger, voilà, en termes d'attrition le personnage est bien, et surtout qu'il a la carte Usurp the Throne, qui permet de vous gagner des points de victoire si vous tuez la cible avec le plus gros point de menace dans une activation de Killmonger. Si vous avez le Dark Reign, c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc voilà, c'est un peu les trois personnages que j'aime bien dans la cabale, mais que je n'ai pas pu intégrer pour des raisons de budget et des raisons de cohérence avec le reste du pack. Je me voyais pas jouer Black Panther en plus, et je me voyais pas jouer Magneto. Modok en soi j'aurais pu l'intégrer, mais je pense que Ulik et Malekith sont tellement forts que c'est un peu compliqué de rentrer un Modok à l'heure actuelle. Vous préférez souvent pour 5 jouer Ulik. Donc grosso modo voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à mettre des commentaires si vous avez des questions sur la liste, à mettre des petits j'aime, à vous abonner surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos que je pourrais potentiellement faire. Je vous remercie pour l'accueil de la chaîne malgré le fait que forcément au niveau de la forme et au niveau de mon phrasé c'est pas forcément le meilleur contenu que vous pourriez voir. J'espère que le fond vous intéresse quand même et que ça vous fait plaisir de voir des vidéos comme ça. Et du coup je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.